classification des équipements, surtout les vibrations devant du corps qui ont été évaluées, puisque pour les vibrations main-bras, on sait quand même où sont les problèmes. On sait que c'est la foreuse à béquille qui génère des niveaux jusqu'à 25 mètres par seconde carré. Donc, on a quand même évalué quelques cas, mais c'était surtout les vibrations devant du corps. Donc, on a aussi par la suite classifié les équipements en 3 catégories selon les niveaux de bruit et de vibration. Comme par exemple, les vibrations devant du corps, on a défini un risque élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas de réglementation au Québec pour les vibrations, donc on se réfère à la directive européenne. Et celle-ci va vous donner un peu 2 niveaux. Donc, vous avez toujours le niveau d'action, qui est un premier niveau où l'employeur va commencer à prendre des mesures de prévention, et également le niveau limite, qui est le niveau à ne pas dépasser sur une journée de travail. Donc, on définissait pour les vibrations comme du corps au niveau de risque élevé, quand le niveau de vibration ou d'accélération de VDV était au-dessus de la valeur limite. Le niveau moyen, quand ces niveaux-là se situaient entre la valeur d'action et la valeur d'intervention, ou la valeur limite plutôt. Et aussi un risque faible quand ces valeurs-là étaient en dessous de la valeur d'action. Un peu la même chose a été fait pour les vibrations main-bras, sauf que les valeurs ne sont pas les mêmes. Et aussi, ce n'est pas la même pondération, donc on se réfère aux normes pour la pondération. Mais encore là, on a défini le niveau risque élevé, moyen et faible. Pour le bruit, c'est plus un peu une classification qu'on s'est donnée pour prioriser, parce que donc, ce découpage-là est plus difficile à faire parce que c'est vraiment des niveaux de bruit qui sont très élevés. Donc, on s'est défini un peu un niveau très bruyant qui est au-dessus de 110 dBA, parce qu'au-dessus de 110 dBA, considérant qu'un protecteur auditif, ça peut donner maximum 20 dB d'atténuation s'il est bien porté. Ça nous ramène à 90 dBA. Donc, en haut de 110 dBA, ça devient, même un protecteur auditif, ça devient un niveau de bruit qui est problématique. Donc, on parle de niveau, dans ce cas-ci, bruyant, encore là, c'est sous toute réserve, c'est vraiment plus pour prioriser les actions. Entre 90 et 110 dBA, puisque bon, peut-être les protecteurs peuvent aider. Bon, on est quand même en haut de 90 dBA, donc sur 8 heures, nécessairement, on dépasse la RSST, sauf que avec une protection auditive, on peut, dans certains cas, aider. Et aussi moins bruyant quand le niveau est en bas de 90 dBA. Donc, pour les vibrations corps entier, ce qui est ressorti, qui était les risques élevés, c'était les rétrocameux sur roue et sur rail. Et dans ce cas-ci, vraiment, ces équipements-là vraiment ressortaient du lot. Donc, pour vous donner un exemple, le niveau de limite d'exposition, c'est 1,15 et on retrouvait des niveaux jusqu'à 3 mètres par seconde carré. Donc, c'est vraiment des niveaux qui sont très élevés. La plateforme d'aluminium aussi, encore là, on était surpris parce que les vibrations de foreuse à béquille, c'est autour de 40 Hz, donc c'est une fréquence relativement élevé pour les vibrations globales du corps, sauf que le niveau d'amplitude des vibrations est tellement élevé que ça restait que, même pour les vibrations globales du corps, ça restait un niveau de risque qui était élevé. Et aussi les chargeuses navettes de 6, 8 et 9 verges cubes. Encore là, ça ne veut pas dire que ces capacités sont plus problématiques, ça dépend aussi de l'âge du véhicule, du siège à suspension, donc un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le camion à flèche, bien sûr, c'était dans les déplacements. Souvent aussi, vous allez avoir des véhicules qui ont des pneus pleins versus des pneus gonflés à air, ça fait aussi une petite grosse différence. Le camion à béton, il y a aussi différents véhicules de transport qui sont utilisés, puis le plus beau qui est une espèce de tracteur, et aussi un autre véhicule de transport de personnes. Il y a aussi un risque moyen, qui, dans ce cas-ci, il y avait d'autres chargeurs navettes qui avaient été évalués, qui étaient, vos vibrations se situaient un peu moins élevées. Aussi différents véhicules de transport, les camions ciseaux, livreuses, locomotives, et aussi les boulonneuses. Mais les boulonneuses, c'était plusieurs d'une certaine tâche qui était l'installation de boulons à friction ou fendus. Donc ça générait plus de vibrations. Sinon, dans les risques faibles, vous aviez d'autres équipements. Le concasseur, bien sûr, c'est le concasseur de luxe que vous avez vu tout à l'heure, qui était dans les risques faibles. Boulonneuse en certains cas. La foreuse jumbo, parce que pendant le travail, il était bien isolé des éléments. Et aussi le camion ciseaux lors d'une. Pour les sièges de suspension, en fait, on a utilisé 2 critères pour définir que le siège pouvait être problématique ou qu'il y a un problème. C'est que, il fallait que le siège amplifie les vibrations, bien sûr, dans l'expression verticale. Bon, il y
bien sûr, direction verticale, parce que les sièges de suspension sont toujours conçus, à part quelques exceptions près, pour la direction verticale. Et c'est le niveau prédominant dans la plupart des cas. Ici, il fallait que le niveau de vibration pondéré dans la direction verticale, encore une fois, soit au-dessus du seuil d'action. Donc, bien sûr, ces sièges amplifient, qu'il n'y a pas de vibration, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, les sièges qui étaient potentiellement problématiques, c'était sur un des véhicules de transport et aussi certaines chargeuses navettes où le siège donc, était soit usé ou soit pas adapté à la dynamique du véhicule. Donc, encore une fois, pour les vibrations main-bras, les foreuses à béquilles qu'on n'a pas évaluées dans ce cas-ci, mais les foreuses à béquilles, vous avez facilement 25 mètres par seconde carré, quand le niveau limite, c'est 5 mètres par seconde carré. Donc, c'est des niveaux qui sont très élevés. Sinon, c'est surtout des niveaux qui ont été évalués sur soit les manettes des véhicules ou sur les volants. Et aussi, c'est une problématique, souvent, on nous demandait, oui, tel travailleur, on perd des équipements, les manettes vibrent, est-ce qu'il y a un problème? En général, on s'est rendu compte que risque moyen, risque faible, c'était, quand je parle de risque moyen, c'était plus 3 mètres par seconde carré. Sur 5, c'est quand même pas des choses vraiment problématiques. Même si on peut sentir la vibration, par rapport à une foreuse à béquilles, ça reste un niveau assez relativement faible. Au niveau du bruit, en fait, ce qui est sorti comme étant très bruyant, c'était tout ce qui était outils pneumatiques à air comprimé. Par exemple, les rétrocaveuses sur rail et sur roue, c'est très bruyant. Et aussi l'opération des foreuses à béquilles. Donc, en fait, c'est des outils qui sont pneumatiques, donc opérés à l'air comprimé, et le bruit provient vraiment de l'échappement. Au niveau des équipements bruyants, c'est souvent des équipements qui n'avaient pas de cabine qui permettent d'isoler le travailleur, ou des cas où on a fait exprès de laisser une ou deux portes ouvertes pour comparer. Et donc, c'est des choses qui peuvent souvent, soit en ayant une cabine, quelque chose qui permet d'isoler le travailleur, qui permet de le bruit, parce que dans les équipements moins bruyants, vous retrouvez encore une fois le compresseur de luxe, mais aussi des équipements où il y avait une cabine qui isolait le travailleur de son environnement. Au niveau des recommandations, on a fait plusieurs recommandations suite aux résultats qu'on a obtenus. Par exemple, de mettre au point un silencieux pour l'échappement d'air comprimé des rétrocaveuses et aussi des foreuses à béquilles, parce que c'est vraiment la source de bruit qui est dominante dans ce qu'on a évalué. Et les silencieux, dans ces cas-là, permettent, on l'avait vu aussi dans un autre projet, permettent vraiment de réduire le bruit de façon significative. Et aussi de sensibiliser les travailleurs à l'importance de porter leur protecteur auditif, surtout dans des environnements aussi bruyants, et de leur fournir l'information sur le port adéquat. D'étudier la possibilité, je viens étudier la possibilité parce que on parle de double protection et c'est donc pas toujours évident qu'une double protection va augmenter la protection du travailleur. Donc, c'est quelque chose qui peut être évalué lorsque les niveaux de bruit sont vraiment très élevés, comme par exemple en haut de 110 dBA. Aussi, plus au niveau de vibration, pour les rétrocaveuses sur rail et sur roue, étant donné que les niveaux de vibration sont vraiment très élevés, ce que aussi le travailleur doit, bon, il est debout, mais il doit quand même changer un peu de posture, se tordre vers la gauche et vers la droite, de favoriser les rotations sur les postes de travail, que ce ne soit pas toujours les niveaux qui opèrent ces machines-là. Et aussi, quand c'est possible, s'aller avec les rétrocaveuses sur roue plus qu'avec sur rail, d'utiliser ces équipements-là en mode télécommandé. Aussi, de favoriser l'utilisation de pneus avec chambre à air plutôt que des pneus pleins. D'entretenir les rampes de galerie, puis les conserver, les surfaces de roulement le plus vite possible. C'est un peu à ça que certains équipements sont utilisés. Et aussi d'installer des sièges de suspension qui sont adaptés à ces véhicules-là, surtout pour les chargeuses navettes et les véhicules de transport. Et pour les véhicules qui ont déjà un siège de suspension, les évaluer pour voir s'ils sont vraiment efficaces, parce que dans certains cas, ils peuvent amplifier les vibrations plutôt que les réduire, et au besoin de les remplacer. Et aussi d'améliorer la conception de la plateforme d'aluminium pour minimiser l'exposition au travers aux vibrations de bas du corps lorsqu'on parle des foreuses à béquilles, parce que on s'est aperçu que le niveau était quand même très élevé. Au niveau de la diffusion de l'évaluation des résultats, bien sûr, le rapport de recherche IRSST qui a été déposé. Bon, le rapport a été dépersonnalisé dans le sens qu'on a enlevé le nom des mines. Il y a aussi un rapport technique qui a été déposé à Soredem. C'est un peu la version non dépersonnalisée du rapport IRSST, plus vraiment une revue d'interaction très exhaustive de tout ce qui a été fait. Il y a aussi un document
d'information et de vulgarisation à l'intention des mines qui a été produit par Canmet en collaboration avec les gens de l'IRSST. C'est un beau document de 40 pages, en fait, qui donne un résumé des niveaux de bruit, de vibrations et différents équipements, mais aussi qui explique comment calculer l'exposition d'un travailleur quand il y a plusieurs tâches, comment on combine les expositions, et aussi sur les moyens de réduire le bruit, les vibrations, et aussi un peu d'informations de base sur la protection auditive. C'est un document qui donne beaucoup de liens pour aller chercher l'information ailleurs. Et jusqu'à maintenant, il y a 2 présentations qui ont été effectuées à des colloques internationaux. Et aussi, il y a d'autres choses dont Gilles va vous entretenir brièvement. De mon côté, ça ne sera pas très long. J'ai 3 points à discuter suite aux résultats que Pierre vous a montrés. Les bénéfices, les impacts que ce projet-là a déjà eu sur la communauté industrielle minière. Le colloque sur la santé et sécurité de l'AMQ, l'Association minière du Québec. Les actions que l'AMQ va poser dans les prochains mois, prochaines années. Et le comité 3571 de la CSST. C'était le 46e colloque santé et sécurité qui a eu lieu la semaine dernière à Rouyn-Noranda. Il y avait plus de 210 participants des mines du Québec. On a retrouvé là des coordonnateurs en santé et sécurité, infirmiers, infirmières que chaque mine a, des responsables dans les ressources humaines, des directeurs de mines, des surintendants, des contremaîtres. Donc on a vraiment sensibilisé les gens à ce projet de bruit et vibration qui a été fait avec les SST. Ce qui en est ressorti de l'intérêt des participants pour ce projet-là, c'est les 4 petites images que je vous ai mises. C'est le fait qu'on a identifié que les rétrocaveuses sur bout, sur rail sont extrêmement bruyants et vibrants. Ça les a préoccupés, ça les a vraiment attiré leur attention. Les pneus pleins, c'est un autre sujet qui les a intéressés beaucoup. Les sièges de véhicules, plus ou moins adaptés. Puis j'ai mis les 2 sortes de protection auditive. Ce qui les a intéressés là-dedans, c'est que ces 2 sortes de protecteurs auditifs sont utilisés. C'est le MRR, le niveau de réduction de bruit de ces protecteurs auditifs-là qui les a intéressés, et la façon de calculer l'exposition à différentes tâches dans la journée. Puis dans notre présentation, on montrait des exemples d'exposition à différents niveaux de bruit dans un quart de 8 heures, mais on leur montrait aussi qu'est-ce qui arrive si tu enlèves ton protecteur auditif pendant 5 minutes dans ta journée. Ça les a vraiment sensibilisés. Conclusion de ce colloque-là, c'est qu'il y a vraiment eu une bonne prise de conscience sur l'effet des vibrations sur le corps entier. Ils ont réalisé qu'ils vont devoir préparer des plans d'action, d'analyser les tâches, les différents niveaux de risque de leurs employés quand ils sont à travailler sur différents équipements. Mon deuxième point, les actions de l'association minière. Suite à notre projet, le document informatif va être mis sur le site Internet de l'Association minière du Québec. Leurs membres vont avoir accès pour télécharger ce document-là. La deuxième action que l'AMQ va faire, c'est de lister les projets prioritaires dans les 28 équipements qu'on leur a présentés, les niveaux de vibration, les niveaux de bruit, etc. Pour le comité de la CSST, le comité 357.1, c'est un comité de suivi de plan d'action de la CSST pour les mines souterraines. Ils en sont rendus à la phase 6, qui est de mettre un plan d'intervention sur pied. Le plan d'intervention a 2 volets. Un volet de gestion de la prévention dans les entreprises, et un volet où ils ont ciblé certaines maladies professionnelles sur lesquelles ils voulaient s'attaquer durant la prochaine année. Pour les mines, les troubles musculo-squelettiques, c'est le point qui a été ciblé. Donc, dans l'année 2011, la CSST s'attend à ce que les mines mettent sur pied un plan d'intervention pour réduire les niveaux vibratoires minimums. Le document informatif qu'on a publié dans le cadre de ce projet-là va servir aux mines pour les aider à comprendre et à cibler leurs actions à inclure dans le plan. Pour les inspecteurs de la CSST qui font le tour des différentes mines du Québec, ça va être d'orienter le personnel des mines à préparer un bon plan d'intervention. Donc en conclusion, on avait en objectif de dresser un portrait, d'informer, de donner des outils, d'orienter et prioriser les travaux. Je pense que c'est les 3 objectifs qu'on a réussi à atteindre.